Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis pas tout seul, on est en interview, je suis avec Hugo. Salut Hugo. Salut Wilfried. Bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses. Tu m'as envoyé un petit mail en fait pour me raconter un peu ton histoire, c'était super intéressant. Et justement, aujourd'hui, on va parler de deux choses. D'une part, du MoveNat, parce que tu es instructeur MoveNat. Et puis, on va parler aussi un peu de ton histoire vis-à-vis du paléo. Tu n'es pas venu en fait de façon, on va dire, simple. Hein. Tu as eu une petite histoire par rapport à ça. Donc, tu vas nous expliquer un peu tout ça et les succès que tu as eu là-dessus. Tu peux te présenter du coup rapidement, Hugo, d'où tu es, quel âge tu as, rapidement, voilà. Ouais, ça marche. Eh ben, donc, je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans depuis peu de temps, là, depuis le mois de janvier. Je suis originaire des Vosges, donc l'est de la France, la forêt, tout ça, le froid surtout. Et donc voilà, maintenant j'habite à Montpellier depuis un peu plus de 5 ans. Voilà, je suis coach sportif, mais je fais que du mouvement naturel, donc par la méthode MoveNat justement. Voilà, depuis maintenant je ne fais plus que ça. Avant j'ai été prof de tennis, j'ai fait pas mal de petites choses à droite à gauche, et maintenant je me consacre uniquement à ça. D'accord. Donc voilà, ça fait. T'as toujours été assez sportif du coup? Ouais, sportif toujours, mais on va dire plus classique, plus conventionnel. Je joue au tennis depuis que je suis tout petit, j'ai joué au foot, j'ai joué au handball, j'ai fait de la natation, du judo, j'ai vraiment touché un peu à tout. Voilà, au tennis, j'ai été prof de tennis, donc j'ai atteint un niveau qui est plutôt assez bon. Pas mal d'arts martiaux aussi, sur le tard, mais pas mal d'arts martiaux. Donc voilà, je suis un peu touche à tout. Et avec le mouvement naturel et avec le modèle paléo après, ça a vraiment changé. J'ai trouvé quelque chose qui correspondait vraiment parfaitement à ce que j'attendais, et ce qui me permet aussi de performer, parce que j'ai gardé la pratique à côté et des arts martiaux et du tennis, et donc qui me permet de performer et surtout de me sentir mieux, et c'est peut-être là l'essentiel. Ok, alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que c'est que le mouvement naturel ou MoveNat, sachant que MoveNat c'est une marque déposée. Mais toi, donc tu es officiellement instructeur MoveNat, tu as la licence, si je puis dire, du coup? C'est ça, exactement. Alors du coup, déjà j'ai un master à la fac de sport, plus 5 à la fac de sport. Et en plus, j'ai cette certification MoveNat. Donc, comme tu l'as très bien dit, le mouvement naturel, entre guillemets, c'est la discipline. Et MoveNat, c'est la méthode qui a donc été créée par un Français aussi, Erwan Lecor, qui est aux États-Unis depuis un moment maintenant, mais qui a créé sa propre marque, son propre label, si je veux dire, qui est MoveNat. Donc, je vais plutôt parler de MoveNat plutôt que du mouvement naturel de manière générale. Disons que c'est une méthode d'entraînement qui est basée sur les habilités naturelles de l'être humain. Donc, on peut dire qu'il les a classées, lui, en 3 grands domaines. Tout ce qui est locomotion, donc c'est tous les déplacements au sol, ramper, marcher, courir. Voilà. Après, il y a tout ce qui est préhension, etc. Donc là, c'est le lancer, porter, soulever et attraper. Et il y a la défense aussi avec lutter et frapper. Donc ça fait 13 habilités au total, qui comportent plein de techniques chacune. Et voilà, ce qui est génial, c'est qu'on peut prendre les techniques les unes d'un domaine et la mixer avec un autre. Donc ça n'a de limite que l'imagination déjà des gens qui pratiquent et des gens qui enseignent aussi. Donc ouais. S'équilibrer, porter en même temps, lancer, très complet. Alors, je sais pas si tu fais un petit peu l'activité de B-Move, mais on avait organisé il y a 2-3 fois des stages MoveNat en forêt de Fontainebleau avec Jérôme Pinard. Je sais pas si tu connais Jérôme. Ouais, je connais. Alors, je connais pas de personnellement comme ça, mais en fait, voilà, personnellement, mais on a quand même écrit un article ensemble. Ah, d'accord. Enfin, co-écrit un article ensemble pour son blog, qui est super, hein, d'ailleurs. Mouvement naturel, il est vraiment top. Il touche à tout. Et on avait fait un petit article en fait sur la différence entre le mouvement naturel et l'entraînement fonctionnel. Il y a pas mal de similitudes, mais il y a aussi des différences et qui sont notoires. Donc on voulait un petit peu clarifier tout ça et expliquer quelles étaient les grandes différences. Donc, ouais. Bon, du coup, je vous passerai là en parallèle des images ou des vidéos de nos stages qu'on avait fait. C'était vraiment super sympa. Et la forêt de Fontainebleau, pour ça, se prête vraiment très très bien à ça, parce qu'il y a des grandes mers de sable, il y a des rochers, c'est vraiment sympa. En fait,
souvent, moi, enfin, avec Jérôme, on en parlait, on peut dire que le mouvement naturel, le MoveNat, c'est ce qu'on pourrait appeler le paléo-fitness, en fait. C'est finalement bouger comme on est censé bouger, naturellement, en fait, tel que l'homme a bougé pendant des milliers d'années et qu'aujourd'hui on a oublié. Typiquement, la position qu'on a tous les deux, la position assise, n'est pas une position naturelle. Non. C'est ça. Mais moi, je suis en squat quand même, hein, mais ah, bien. Voilà. Ouais, voilà. Alors, paléo-fitness, c'est un peu le terme. Alors, à la base, j'ai rien du tout contre ce terme-là. C'est vrai que les médias, je trouve, l'utilisent un petit peu à toutes les sauces et du coup le dénaturent un petit peu. Mais ouais, on peut parler de paléo-fitness quand même parce qu'effectivement, c'est ça. C'est vraiment essayer de bouger le plus naturellement possible. Et même si on ne sait pas comment ils bougeaient effectivement à l'époque, on n'était pas là pour voir et les traces qui sont laissées sont pas forcément très nombreuses, mais on pense, on estime qu'en tout cas ils bougeaient beaucoup et c'est ce qui nous semble être le plus adéquat pour bouger. Donc on estime qu'ils bougeaient en tout cas. En tout cas, ils bougeaient beaucoup plus que l'homme moderne, en tout cas, ça c'est sûr, je pense. Ah ouais. Là, pour le coup, on n'a aucun doute là-dessus. Ils bougeaient beaucoup plus, ils avaient une dépense énergétique bien plus grande que la plupart des gens et surtout une variété de mouvements beaucoup plus intense parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui bougent quand même beaucoup, des gens qui courent beaucoup, il y a des gens voilà, qui font beaucoup de sport, mais finalement c'est assez limité. Je parlais avant, il y a 13 domaines entre guillemets de mouvement dans le MoveNat et dans le mouvement naturel et un coureur finalement il va explorer courir, peut-être marcher un petit peu et de temps en temps sauter, mais finalement même sur des techniques qui sont assez limitées quoi. Ouais. C'est la course en ligne, un petit peu en montée, mais bon, il y a une variété de mouvements qui peut être beaucoup plus large finalement que ce qu'on fait aujourd'hui. Et le mouvement naturel ou le paléo-fitness permet d'aller toucher un petit peu de plus près tout ça. Ouais. Et ce qui est intéressant justement, c'est quand les personnes qui ne sont pas du tout habituées à faire ça, testent pour la première fois, ils découvrent souvent que effectivement leur corps ils l'exploitent finalement très très peu, parce que tu parles de squat. On peut aussi parler de courir, mais courir correctement, peut-être que biomécaniquement en effet. Ramper, sauter, beaucoup de gens en fait ne font jamais ça et ils découvrent en fait, que leur corps il est exploité. Alors on parle souvent du cerveau qui est exploité, je sais plus à 10%, etc. Mais on peut aussi parler du corps qui est très très sous-exploité chez l'homme moderne en fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il suffit d'observer les gens après l'enfance, parce qu'alors là, à l'enfance, c'est un très bon exemple, parce qu'un enfant, il sait squatter. D'ailleurs, quand un enfant ramasse un objet, il fait un très beau squat, c'est avec le dos bien droit, et c'est parfait, et c'est naturel, il rentre. Même quand il joue dans le sable, il joue peu importe, il va se mettre en squat, c'est instinctif, donc c'est naturel. Et petit à petit, c'est vrai, le fait de rester assis sur une chaise, on va à l'école. L'école, c'est très bien, mais le fait d'être assis sur une chaise toute la journée, de rentrer chez soi, de s'asseoir dans la voiture, de s'asseoir au quotidien, en fait, on perd cette capacité-là. Et moi, quand je me suis intéressé vraiment au mouvement naturel, à tout ça, c'est peut-être le truc qui m'a fait déclic, en fait. Je me suis dit, mais en fait, t'es incapable de te mettre en squat profond, incapable. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc qui va pas. Et donc, voilà, j'ai travaillé la mobilité. Et petit à petit, voilà, je suis capable d'être en squat et de me relever comme ça. Mais c'était un travail de longue haleine parce que j'avais perdu, comme la plupart des gens, j'avais perdu, malgré le sport, malgré tout ça, j'avais perdu cette capacité-là. Donc, on peut dire en fait que le monde moderne, il nous handicape progressivement, en fait, il nous verrouille progressivement, et d'un point de vue biomécanique, c'est souvent catastrophique. En fait, quand on atteint 40, 50, 60 ans, il y a des mouvements qu'on ne peut plus faire, non pas parce qu'on est vieux, mais parce que en fait, on a tellement été verrouillé d'un point de vue biomécanique que ça va jamais s'arranger en fait. Quoi. Exactement. La variété de mouvements est trop faible, la complexité aussi, l'intensité, le volume, tout ça, ce sont des éléments qui sont trop faibles par rapport au mouvement. Et il y a également aussi les technologies. Alors, des fois, je fais attention quand je parle comme ça pour pas faire lunaire, mais les chaussures, en fait, pour moi, porter des chaussures, c'est comme mettre un plâtre à nos pieds, en fait. Nos pieds deviennent fragiles, ils perdent leur capacité de réaction, ils deviennent moins musclés aussi, les retours sensoriels sont moins bons, sensoriaux sont moins beaux,
moins bon. Et voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs on conseille aux enfants, enfin aux parents, de mettre à leurs enfants des chaussures le plus minimaliste possible et le plus longtemps possible pour pas perdre justement leur capacité qui au départ sont très bonnes, quoi. Donc un conseil qu'on pourra donner bêtement aux gens là qui nous regardent, c'est par exemple quand on est chez soi, ne pas mettre de chaussons et juste marcher pieds nus ou en chaussettes pour déjà bien sentir le sol. Pieds nus, en permanence, c'est déjà un bon. C'est un bon niveau déjà. C'est vrai que dans la rue, je comprends que voilà, et en plus les chaussures minimalistes, il n'y en a pas forcément pour tous les goûts d'un point de vue esthétique, mais au moins chez soi, il n'y a pas de problème, quoi. Exactement. Et c'est peut-être la première phase à adopter pour pouvoir passer petit à petit vers le minimalisme. Ou les vacances aussi. Les vacances, c'est vrai qu'on est en short, on est torse nu, on n'a pas vraiment. Enfin, le regard est peut-être un peu moins important quand on est en vacances ou à la plage. Voilà, marcher pieds nus, si ce n'est que quelques minutes. De toute façon, il faut y aller petit à petit. Surtout quand on n'a pas l'habitude pour éviter les blessures. Mais c'est effectivement peut-être une des phases très importantes. Commencer chez soi, petit à petit, pieds nus, et on va vite. Enfin, les gens sentent vite la différence, quoi. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, j'avais acheté des chaussures minimalistes, je sais pas si tu l'avais vu. J'ai acheté des chaussures minimalistes là dès début d'année 2018. C'était une des rares choses que j'ai pas encore fait en mode paléo. Et d'ailleurs Jérôme m'a souvent dit qu'il passe aux chaussures minimalistes. Donc j'en ai acheté, ça fait quasiment 2 mois que je l'utilise et c'est vrai que au début c'est bizarre parce qu'en fait quand on marche dans la rue, on sent les aspérités du sol, on n'est pas du tout habitué. Mais après en fait on apprécie cette liberté qu'on a finalement au niveau du pied, quoi. Très vite, ouais. J'aime pas courir à la base, c'est quelque chose, pas courir après rien, c'est un peu bizarre pour moi, quoi. Voilà, d'habitude je cours après une balle, je fais quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai vraiment redécouvert la course, notamment à travers le minimalisme. Ça change tout. Vraiment, on est vraiment en contact avec notre environnement et cognitivement, il se passe plein de petites choses qui se passent pas quand on court avec des chaussures. Et c'est vraiment un des éléments qui a fait que j'aime courir maintenant, que j'apprécie courir en tout cas. Ça et le jeu, Jérôme avait fait d'ailleurs un article sur comment rendre son footing entraînant, on va dire, et un peu plus sympa. Et tous ces éléments de jeu et le minimalisme, pour moi, sont vraiment les deux choses qui changent tout, quoi, quand on va courir. Okay. J'essaie avec mes clients de les amener vers ça et de pas les faire courir. Voilà. Ok. Alors parlons un peu maintenant d'alimentation, parce que du coup quand tu m'envoies ton petit mail, tu m'as parlé aussi justement de ton expérience vis-à-vis de l'alimentation paléo. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ton histoire vis-à-vis de ça, d'où tu viens et aujourd'hui comment tu manges et ce que ça a apporté sur ta santé en 2 mots ou en 3. Alors je vais essayer de structurer un petit peu. J'ai toujours plus ou moins bien mangé entre guillemets, en tout cas c'est ce que je croyais. Ma mère faisait très attention à ce qu'on mangeait, tout ça, mais avec les croyances de l'époque, donc des petites choses qu'elle ne savait pas et qui n'étaient pas paléo. Mais globalement, je considère quand même que j'ai toujours plutôt bien mangé. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, pas trop de viande, des viandes pas grasses, Par contre, des céréales, des produits laitiers, ça oui. Des légumineuses aussi, mais voilà, j'ai toujours considéré que je mangeais bien. Quand j'étais à la fac de sport, je faisais entre 20 et 25 heures de sport minimum par semaine, donc ça fait quand même une grosse quantité de sport, et en plus vraiment varié, vraiment très varié, quoi, de l'escalade, de la natation, de la course, etc. Et malgré ça, j'étais plutôt en bonne forme, mais des petites blessures, comme on appelle ça, le syndrome de l'essuie-glace, des petites inflammations à droite, à gauche. Moi je mettais ça, et surtout le sommeil aussi qui était très compliqué. Des maux de ventre. C'était occasionnel, mais ça arrivait quand même. Et c'est vrai que quand on fait beaucoup de sport, c'est des petites choses qui sont gênantes. Et après j'ai découvert le mouvement naturel, j'ai commencé à m'entraîner moi, ensuite j'ai passé les formations. Et j'avais déjà entendu parler de toute l'alimentation paléo, mais un peu comme je pense la plupart des gens, paléo c'était viandard, beaucoup de viande, manger cru, un peu homme des cavernes, quoi. Ouais, il y a beaucoup de clichés qui circulent là-dessus. Hein. Voilà,
exactement, c'est un cliché complètement. Mais c'est vrai que tout, hein, on est influencé, même si on essaye d'être un peu plus ouvert le plus ouvert possible. En tout cas, on est quand même un peu influencé par ce qu'on entend au quotidien. Voilà, même si j'essaie d'éviter les médias classiques et je vais chercher l'information par moi-même. On entendait quand même, voilà, il y a de ça, 7-8 ans, c'était pas encore très connu et très bien expliqué. Donc voilà, j'avais entendu parler, mais sans plus. Bon, moi, je mangeais bien encore une fois. Et donc avec le mouvement naturel, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser plus. Et là, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est presque, c'est tellement naturel que ça peut être, comme le mouvement naturel, ça peut être que bénéfique, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé à acheter des livres et à essayer de m'y mettre. Et au début, c'est vrai que c'est pas facile. J'ai fait l'erreur, mais je pense que bon, voilà, si je peux donner un petit conseil de ma petite expérience aux gens qui nous écoutent et qui lisent le site du Monde, il faut, comme dans tout, c'est une histoire d'équilibre et c'est une histoire d'y aller étape par étape. Moi, j'ai voulu y aller vraiment brut de décoffrage, dire ok, j'arrête tout, je mange paléo. T'étais en mode warrior, en fait, genre le dimanche tu mangeais pas paléo et lundi t'étais 100% paléo, quoi. Ouais, c'est ça. Je vais manger et je décide, je fais ça, j'y vais à fond. Grosse erreur parce que du coup, effectivement, là, tu changes tellement de choses dans ton alimentation d'un coup, que ça te paraît en fait une étape insurmontable. Ouais. Et moi, je me suis dit justement, il n'y a pas trop de différence entre la façon dont je mange au quotidien. Je vais enlever les céréales, très bien. Je vais manger moins sucré, facile. Et voilà, ça va être des légumineuses. Voilà, il n'y a pas trop de différence. Et en fait, si. Parce que voilà, j'ai vécu 23, 24 ans en mangeant normalement, entre guillemets normalement, bien sûr, et c'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer toutes nos habitudes, que notre corps va se réhabituer. Donc c'était dur en fait, je mangeais bien 3 jours et gros craquage. Bon, ça allait pas. Et après je me suis dit c'est quand même dommage d'abandonner tout ça. Pour moi je me suis dit c'est forcément comme ça qu'il faut manger et je suis sûr que entre guillemets la vérité elle est là-dedans, dans cette alimentation-là. Et donc j'ai commencé, et là je me suis dit pas 2 fois la même erreur, j'apprends de mon erreur, j'y vais petit à petit. Donc simplement, t'as fait d'ailleurs un article là-dessus il n'y a pas longtemps, 80-20. Oui. Voilà, je mangeais bien 80% du temps et 20% du temps, allez, je mangeais comme avant, entre guillemets. Et petit à petit, de 80-20, c'est passé à 85-15, et voilà, petit à petit. Et là, je mange je dirais peut-être 97-3%, quoi. Ça m'arrive, voilà, quand je vais au resto ou autre, s'il y a une pomme de terre dans l'assiette, je vais la manger, je vais pas. Bien sûr. Pas faire autrement. Et puis parce que j'ai pas non plus envie de perdre totalement le contact avec ces aliments-là non plus, parce qu'après c'est difficile quand on est obligé. C'est difficile de revenir, quoi. Et c'est là que de nouveau le ventre a du mal à supporter. Et voilà. Et donc depuis que moi voilà, paléo et même à 80-20, même à cette époque-là, sommeil incroyablement mieux. Du coup la récupération bien meilleure aussi. Les blessures n'existent plus. Alors si je force vraiment ou que j'ai vraiment une grosse activité, forcément le corps va réagir, mais ça n'a rien à voir avec avant. Voilà, et même au quotidien, beaucoup plus d'énergie, je trouve. Alors c'était pas du tout de recherche, parce que moi je suis assez grand, je fais 1m83, je faisais 75-76 kilos, donc j'étais loin d'avoir du surpoids, je faisais beaucoup de sport, etc. Mais j'ai gagné avec la pratique du mouvement naturel en muscles, et j'ai quand même perdu des graisses, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis plutôt à 71 kilos. Donc il y avait quand même ces 5, 4, 5, 6 kilos selon les moments qui ont disparu avec cette alimentation-là, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment le sommeil et les blessures. C'est vraiment les deux. Okay. Et puis l'énergie aussi, le niveau d'énergie pour pouvoir coacher, être dynamique en permanence, etc. C'est un plus, quoi, dans le métier. Oui, voilà, donc tout ça pour dire que finalement, quand on met le bon carburant dans la bonne machine, eh bien, tout marche bien en fait, quoi. C'est souvent parce que on a une mauvaise alimentation et
qu'on met pas ce pourquoi on devrait manger, comme tu disais, qu'on a pas mal de petites pathologies, genre inflammation, tendinite, problèmes digestifs, migraines, manque d'énergie. Tout ça, en fait, ce sont des symptômes vraiment liés à ce que j'appelle, moi, au mot de civilisation. Hein. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien lié, en fait, à notre mode de vie qu'à ce qu'on mange. Et c'est ça, en fait, que les gens parfois ont du mal à comprendre, c'est que tous ces petits mots, finalement, ils sont là juste à cause de nous. En fait, c'est pas la génétique, c'est pas l'environnement particulier extérieur qui joue, c'est nous, en fait, c'est uniquement nous, c'est nos choix qu'on fait dans nos vies. Et ça, c'est souvent les gens, ils ont du mal à comprendre ça, quoi. Donc c'est intéressant, du coup, ton témoignage, parce que effectivement, on voit que l'alimentation, c'est quelque chose de fondamental, quoi, pour être en bonne santé, quoi. Voilà, dans la santé, pour moi, il y a deux gros piliers, l'activité physique et l'alimentation. Et l'alimentation encore beaucoup plus que l'activité physique. Pour la plupart des gens, en tout cas, beaucoup plus l'alimentation. Et c'est vrai que on minimise énormément. Alors maintenant, ça commence un petit peu à aller mieux, petit à petit, et j'espère que ça va être de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'on minimise en fait cette importance. Pour la plupart des gens, je peux manger ce que je veux parce que regarde, j'ai les abdos qui sont saillants, je fais du sport, donc ça va. Et ouais, on oublie effectivement toutes les petites pathologies dont on parlait il y a voilà. Ouais, l'exemple le plus typique que je prends souvent, c'est la tendinite, en fait. Hein. La tendinite, c'est donc l'inflammation du tendon. Et combien de sportifs, je pense que toi, tu dois en voir aussi autour de toi, qui me disent j'ai des tendinites, je comprends pas, et ils pensent en fait qu'ils ont des prédispositions, en fait. C'est que ils font beaucoup de sport ou ils ont une génétique un peu merdique, ce qui fait qu'ils ont des tendinites. Et on se rend compte que quand on repose la question, qu'ils ont une alimentation qui est extrêmement pro-inflammatoire, et donc c'est normal finalement qu'il y ait des tendinites, parce que quand on astique un peu un tendon pendant de longues minutes, de longues heures, et puis qu'on a sur un terrain inflammatoire, c'est normal qu'à un moment ça brûle, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que le sport est quand même, surtout les sports classiques, on va dire, sont quand même des catalyseurs un petit peu de ces blessures. C'est normal, on se met une machine, il y a des échauffements qui se créent dans le corps, c'est normal. Mais et peut-être, j'ai pas trop d'avis là-dessus, peut-être qu'il y a des terrains un peu plus favorables chez certaines personnes que chez d'autres. Mais encore là aussi, c'est un catalyseur, c'est l'alimentation. Voilà, une bonne partie de ce qu'on mange est très inflammatoire, on va dire. Et en fait, les gens, encore une fois, minimisent l'importance qu'a l'alimentation. Et c'est pas une histoire de réduire leur pratique ou de changer on peut pas d'ailleurs changer vraiment le terrain, mais en tout cas, rien qu'on ne se rend pas compte que juste en mangeant mieux, ça peut faire une différence énorme, quoi. Ouais. C'est 5%, enfin 90% des résultats viennent de 5% du travail, et ce travail-là, ça peut être l'alimentation, et pour 90%, j'ai envie de dire, autant tenter le coup. Et encore une fois, en y allant progressivement pour pas trop se dérégler, pour pas prendre peur, et voilà, pour y prendre du plaisir aussi, parce que c'est la notion de plaisir est très importante. Exactement. Même si à la base on mange non pas vraiment pour le plaisir, on mange pour faire fonctionner la machine. Si on peut allier les deux. Voilà, ouais, on peut, et je trouve que c'est même important, quoi, d'allier les deux. C'est les moments où, même en famille, entre amis, on est là, quand on se réunit, c'est sociétal, quoi, donc autant en profiter. Et contrairement aussi à ce que j'entends souvent, manger paléo, ça veut pas dire manger sa viande crue et des légumes cuits à l'eau, voilà, sans aucun goût. On peut faire, d'ailleurs le site est génial pour ça, on peut faire voilà, plein de choses, et d'ailleurs les gens se rendent pas compte, quand on a des amis qui sont à la maison, on leur dit pas oui, on a fait oui, et d'ailleurs ça peut être contre-productif, parce que des fois ils vont se dire c'est encore ils ont fait leur truc bizarre, machin. Faut leur dire après, effectivement, quand ils ont dit non, c'était vraiment délicieux, c'était quoi, plein de saveurs, super goût, et après on peut dire toi c'était paléo. Si on leur dit avant, en général, j'ai remarqué moi de mon côté qu'ils tiquent un peu, ils disent ils pensent qu'ils vont manger des carottes crues en fait à l'apéro, quoi. Exactement, t'as tout résumé. Et même j'attends plusieurs fois avant de le dire, en général, quand ils disent c'est bien, c'est cool, c'est toujours bon. Ça change. Je dis ouais, qu'est-ce qui change? Tu sais ce qui change par rapport à. Tu sais, on n'est pas fou dans la cuisine. Bon, ma compagne est chef cuisinière, donc c'est vrai que ça aide. Ça c'est bien. Mais bon, voilà,
tu leur dis, bah voilà, c'est paléo, tu vois, on peut manger. Ah ouais, c'est ça, paléo, d'accord. Voilà, tu peux essayer maintenant, tu sais ce que tu peux faire, et tu vois que ça pose pas de problème pour être entre guillemets normal, quoi. Exactement. Ouais. Tu parlais d'ailleurs des piliers de la santé, donc tu as dit que les deux principaux pour toi c'était l'activité physique et l'alimentation, avec une prédominance pour l'alimentation. Et tu as aussi parlé tout à l'heure du sommeil. Pour moi, c'est un pilier extrêmement important parce que si tu manges sainement, que tu fais du sport régulièrement, mais que tu as un sommeil de merde, ça peut être complètement contre-productif et tout foutre en l'air. Parce que notamment, moi j'en parle souvent aussi, mais c'est pendant le sommeil que pas mal d'hormones sont synthétisées, que le corps se répare, que l'anabolisme musculaire se fait. Et si jamais en fait on a un mauvais sommeil, ça peut être catastrophique. Et d'ailleurs, j'ai souvent une anecdote là-dessus, c'est qu'un de mes anciens coachs de CrossFit, donc Florian, qui racontait souvent qu'avant avant d'être coach de CrossFit, il a été videur de boîte de nuit, donc il faisait du sport à côté, donc il avait déjà une bonne masse musculaire. Et puis quand il est devenu en fait coach de videur de boîte de nuit, donc il dormait le jour et il travaillait la nuit, il a vu sa masse musculaire fondre en fait, quoi. Et donc c'est normal en fait quand on comprend comment ça marche le corps et comment l'importance du sommeil, c'est primordial. Donc toi, du coup, le sommeil, si t'en parles un petit peu parfois autour de toi. Ouais, j'essaie vraiment d'encourager. Ben voilà, écoute, ça on l'entend depuis toujours, mais les écrans le soir, tout ça, c'est des choses qui empêchent, qui retardent et non seulement qui retardent l'arrivée du sommeil, et qui en plus perturbent son bon déroulement. Mais voilà, donc ça déjà, je redis ce que les gens entendent déjà, mais éviter ça. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein. C'est plutôt sympa de regarder. On vit à une époque où on a beaucoup de choses sur les ordis, voilà. Mais bon, si on peut éviter, et même regarder ça avant, se prendre un temps après pour lire un peu, pour discuter aussi. Je pense que c'est super important. Voilà, surtout quand on est en famille, c'est important. Et de prendre ce temps-là et vraiment de soigner son sommeil. Moi, j'ai essayé de le soigner, je t'en parlais tout à l'heure, j'ai essayé de le soigner, mais j'y arrivais pas. Et c'est là, c'est avec l'alimentation paléo que je me suis rendu compte qu'il y avait aussi un lien très très fort entre l'alimentation et le sommeil. Parce que je regardais pas tant, en tout cas à un moment j'ai fait vraiment un énorme effort pour ne plus être devant les écrans, pour lire avant, pour remettre en route un bon cycle du sommeil. Et malgré ça, ça marchait pas. Et là je me suis dit, comment je fais, quoi. Peut-être c'est mon terrain, on parlait de terrain, peut-être que j'ai une prédisposition à pas bien dormir. La fameuse prédisposition. Et en fait, non, c'est simplement que le corps travaille quand tu manges beaucoup le soir, et en plus que tu manges des choses qui s'assimilent pas bien, ton corps il travaille. Et s'il travaille là-dessus, il n'est pas serein pour s'endormir. Exactement. Et ton sommeil est perturbé, même si tu arrives à t'endormir, il y a toute une partie de ton énergie qui ne peut pas se refaire parce que forcément elle va se régénérer, parce qu'elle est occupée à te faire digérer et à faire que le lendemain tout sera bien passé dans le sang et là où ça doit aller. Donc, finalement, l'alimentation et le sommeil sont très très liés, et je fais vraiment attention avec les clients et avec les amis. Du coup, toi, t'en parles justement à tes élèves, comme tes coachs sportifs, est-ce que quand tes élèves viennent te voir pour dire, je voudrais avoir une meilleure santé, être plus musclé, plus fit, etc., tu parles de tout ça en fait à tes élèves, tu essaies de les passer au paléo progressivement, tu es ambassadeur paléo. J'essaie, mais alors j'essaie de faire. Je me suis rendu compte un petit peu que on change pas les gens, si tu veux. On peut simplement être là pour les accompagner si eux ils ont envie de changer. Et puis il faut qu'ils aient envie, il faut leur montrer. Et après, si ça les intéresse, ils vont y aller. Et puis s'ils ont, c'est un choix. En fait, on peut pas forcer effectivement. C'est ça. Le choix, tu peux pas le faire pour eux. Donc j'essaie simplement, et donc tout ce que je fais, j'essaie simplement d'être là pour eux s'ils ont besoin. Encore une fois, avec mon humble avis et avec mes connaissances et ce en quoi je crois, surtout mes convictions, j'essaie d'être là pour eux s'ils ont besoin. Et quand même, s'ils me demandent, parce qu'il y a c'est ça que je trouve super intéressant dans ce métier-là, il y a une relation de confiance qui se crée, et une fois qu'elle est créée, les gens vont naturellement demander, mais tu manges quoi, machin, et je leur dis, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut manger? Et là, je dis, et là, j'essaie de donner un petit peu les bases, mais je dis pas toujours paléo, tu vois. J'attends un petit peu, encore une fois,
voilà. Et des fois, il y en a qui disent ah mais ça c'est paléo. Eh ben ouais, c'est paléo. Et t'as envie d'essayer, ouais, bah si t'as envie d'essayer, bah voilà, je te conseille tel livre, je te conseille le site, évidemment. Voilà. Et là, j'essaie d'aller de leur amener ça. Mais je dis pas tout de suite, et surtout, je n'ai pas d'entrée là-dessus. J'attends un petit peu parce Effectivement, ça peut être, là aussi, ça peut être c'est comme pour l'apéro, vous êtes tout à l'heure, dire aux gens, tiens, tu vas manger paléo aujourd'hui. C'est contre-productif de dire aux gens, tiens, je vais te passer au paléo. Ils ont tout de suite peur d'être arrivés dans une sorte de secte, d'avoir des trucs très chiants à faire dans la vie de tous les jours, et ils disent, voilà, moi, non, cette secte-là, c'est pas pour moi. Donc, comme tu dis, voilà, faut leur donner des bons conseils, des trucs à faire au quotidien, des petits trucs pour changer progressivement. Et puis à la fin, on peut leur dire, bah voilà, tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le mode de vie paléo, le modèle paléo, mais finalement, il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, c'est un peu comme le MoveNat, c'est juste revenir en fait aux fondamentaux, quoi. C'est juste essayer de mettre de côté ce que la civilisation moderne a eu de mauvais, en fait, parce qu'elle a eu des bonnes choses, mais elle a eu aussi des mauvaises choses, donc il faut essayer de jouer avec les deux, quoi. C'est exactement ça, et c'est très important ce que tu dis, parce que il y a eu des mauvaises choses et il y a eu des bonnes choses. Et oui. Et c'est là où il faut être. Je trouve que c'est un peu notre rôle. Alors, est-ce qu'on est ambassadeur ou pas, je sais pas trop dire, mais c'est un peu notre rôle quand même. Toi, à travers le site, à travers tes relations, l'influence que tu as, moi pareil, et d'autres aussi. Mais c'est notre rôle de faire comprendre que effectivement, on vit dans un monde qui a eu des dérives, mais qui a aussi eu des bonnes choses. Et l'idée, c'est pas de retourner vivre dans des cavernes, parce que c'est quand même bien aujourd'hui, on vit d'une manière qui est quand même, voilà, la santé, il y a plein de choses qui s'améliorent, on peut faire plein de choses au niveau relationnel, on voyage plus facilement, etc. Et l'idée, encore une fois, n'est pas de retourner vivre au temps de paléo, mais c'est simplement une question d'équilibre, de prendre ce qui allait avant et de le mettre avec ce qui va aujourd'hui et d'essayer d'exclure ce qui n'allait pas avant et ce qui ne va pas aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, je pense que c'est important de pas sembler être complètement de vie qu'on vit en autarcie, quoi, parce que c'est pas du tout le cas. Et ouais, c'est important. Donc pareil, quand je coach un client ou que je le conseille sur un peu la nutrition, etc., je vais faire attention aux mots que j'utilise et j'essaye de ne pas être exclusif, quoi. C'est ça aussi où je trouve que c'est très fort ce que vous avez fait dans toi sur le site, c'est que on n'a pas ce sentiment de rentrer sur un site exclusif, quoi, où les gens pensent comme ça et il n'y a pas de place aux questions, il n'y a pas de place aux discussions. Non, c'est super ouvert et la plupart des articles que tu fais, ça montre vraiment ça, que toi, l'article du 80-20, la progressivité, tout ça, c'est des choses que je trouve vraiment très intéressantes, et je pense que c'est pour ça que le site a du succès aussi, et qu'il y a des gens qui viennent régulièrement et qu'il y a vraiment cette communauté qui s'est fait autour. C'est parce que c'est pas exclusif. Et dans le MoveNat comme dans le paléo, j'essaie. Exactement. Écoute, merci en tout cas Hugo pour toutes ces formations, ces conseils, c'est vraiment très inspirant. Si jamais du coup il y a des gens qui s'intéressent à tout ça et qui habitent dans la région de Montpellier et qui veulent te contacter, soit pour bosser avec toi, pour faire un stage MoveNat, on mettra tes coordonnées du coup sous la vidéo, comme ça ils pourront te contacter directement. Toi du coup ta zone d'influence c'est Montpellier et toute la région en fait, j'imagine, c'est ça, hein? Voilà, alors Montpellier vraiment autour, le grand Montpellier on va dire, mais c'est vrai que je bouge aussi pas mal. Là il y a des stages qui sont en préparation dans le Gard, Bernines aussi, voilà, en Suisse aussi, mais en Suisse il faut que je vois avec Jérôme aussi, parce que j'ai pas envie d'être d'aller sur d'être intrusif, quoi. Il travaille très très bien, c'est quelqu'un de très bien, donc voilà, on va voir pour ça. Et du côté aussi un peu vers l'Aude, tout ça, le 4, d'étendre un petit peu ça, mais ouais, sur Montpellier, voilà. Ça s'appelle Wolf Movement, il y a un site internet, les réseaux sociaux, mon numéro de téléphone aussi. Eh bien écoute, on mettra tout ça du coup sous la vidéo, comme ça les gens ils n'ont plus qu'à regarder et ils te contactent directement. Ils viennent de notre part et puis ils seront bien reçus, je pense en tout cas. Ouais, je fais tout pour, ouais. Et bien en tout cas merci beaucoup Hugo pour cet entretien, bonne continuation à toi, bonne continuation dans le paléo, dans le MoveNat et puis bravo pour ce que tu fais, c'est cool. Et puis peut-être à la prochaine pour une prochaine vidéo peut-être, on sait jamais. Ça sera avec grand plaisir. Merci à toi Wilfried, merci pour tout, pour cette proposition, pour le site, pour l'inspiration. Vraiment, merci à toi aussi. Et voilà, j'espère que la vidéo sera bien pour les gens. Eh ben je pense, ouais. Voilà.
Merci Hugo, à très vite. Salut. À très vite, salut.